Ok, donc bonsoir, bonsoir, mais voilà. Ce soir, donc, Jérémy et moi, on va vous parler de qu'est-ce qu'on a fait dans Stos cette année. Donc c'est Jérémy et moi qui présentons, effectivement, mais le qu'est-ce qu'on a fait, c'est beaucoup plus de monde que ça. Et on va voir ça au fur et à mesure de tous les gens qui au final travaillent sur Stos en ce moment. Donc, déjà dans un premier temps, qu'on l'a jamais présenté correctement, qu'est-ce que c'est que Stos ? Stos, c'est en fait un système d'exploitation sur lequel on bosse au LSE depuis maintenant 5 ans, allez on va dire 5 ans, on va essayer de se rajeunir. C'est un système d'exploitation en fait qui vient d'une idée assez simple, c'est que quand on arrive et qu'on est en train de faire du kernel, souvent on n'a pas envie de tout faire. Ce qu'on a envie de faire, en fait, c'est de pouvoir arriver et de se poser sur une problématique assez simple, sur une problématique précise. Par exemple, je vais prendre un exemple complètement sorti du chapeau, j'aimerais arriver et écrire un scheduler. Ok. Pour pouvoir arriver et écrire un scheduler dans un kernel, pour pouvoir comprendre les mécanismes de scheduling, etc., et travailler là-dessus, globalement, on a deux choix. Le premier, c'est prendre un système d'exploitation existant. L'autre, c'est en reprendre un qui existe, en reprendre un depuis zéro. Si on prend un système d'exploitation existant, le gros problème qui va se poser, c'est comment est-ce qu'on arrive à débrancher le truc qui existe déjà pour pouvoir aller brancher le nôtre à la place. Ça peut être assez problématique et souvent on va se retrouver avec... et les systèmes d'exploitation existants sont complexes. Donc arriver et réussir à démêler tout le bordel pour pouvoir arriver et sortir le truc qu'on a, ça va pas être nécessairement évident. Dans le cas du scheduling, c'est un cas pathologique, c'est assez facile au final sur pas mal de systèmes, mais ça c'est un autre problème. L'autre côté, c'est, je réécris un système d'exploitation depuis le début, comme ça il est simple, je sais ce que je fais, et après je vais pouvoir faire mon scheduler. Ouais. Le gros problème, c'est que après je vais pouvoir faire mon scheduler. Donc ce qui va se passer, c'est que la plupart du temps, on va se retrouver à commencer à écrire un système d'exploitation, et puis au moment où on arrive au scheduler, on voit qu'il nous manque plein de trucs, et on va s'arrêter comme des merdes, parce que c'est long, c'est chiant, et il faut se taper tout le début. On a le même problème dans beaucoup d'autres domaines, mais bon, là en l'occurrence, on fait du kernel, on se pose la question sur cette problématique-là. Donc l'idée de Stos, au final, c'est quoi? C'est d'avoir un système très modulaire, sur lequel on peut arriver et échanger n'importe quelle brique du kernel pour pouvoir aller la remplacer par une autre, à deux fins globalement. La première, c'est celle que je viens d'expliquer, c'est j'ai envie de pouvoir tester un nouveau truc, un nouvel algorithme mémoire, un nouveau scheduler, une nouvelle VFS complète, j'ai envie de changer le système de syscall complètement, les API. Ok, tu peux le faire, c'est simple, il suffit d'arriver, enlever le module, mettre un truc qui correspond à peu près, et dans l'absolu, on a tout le reste du kernel qui va continuer de fonctionner et être là pour nous aider. Voilà, donc c'est ça. C'est aussi un moyen d'expérimenter. On a déjà une base de kernel qui est relativement simple, et donc sur laquelle, quand on arrive dessus, on ne va pas être complètement overwhelmed par toute la base de code, ce qui arrive assez facilement sur un Linux. J'ai envie d'arriver et de rajouter un driver, déjà les drivers ils existent déjà, et puis accessoirement au moment où on arrive, on veut faire notre truc, c'est énorme et on ne sait pas trop où on va, c'est compliqué. Là on est sur une base de code qui est relativement simple, donc on peut réussir à se démerder. Et accessoirement c'est vachement sympa dans un but pédagogique bête, j'arrive et je veux faire des choses à des étudiants et pouvoir les corriger facilement. Donc voilà. C'était ça l'idée. Ça marche, c'est cool. Donc, ceci est le même slide que le précédent. Très bien. Donc au final, Stos c'est quoi donc? C'est un noyau monolithique, bête, méchant, Unix, au possible ou presque. Une architecture modulaire, c'est plus ou moins multi-architecture. On ne sait pas trop encore, on va en parler un peu pendant cette conf. Et le but du jeu, c'est d'être un truc qui est relativement simple, dans tous les cas au niveau de son design, c'est d'être simple et facile d'accès. Qu'est-ce que je veux dire par simple? Simple, c'est sans surprise. Tout ce qu'on a dans Stos, le but du jeu,
globalement, c'est de ressembler à un OS classique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous en termes de design? C'est quand on ne sait pas vraiment quoi faire, quand on n'arrive pas à faire un truc très simple, on ne cherche pas très loin, on reproduit le comportement d'un Linux. Donc on a un Unix qui ressemble très fort à Linux, mais pas exactement. Donc on a quelques différences. Donc les différences, je vais vous en parler, simple. Par exemple, au niveau des syscalls, il y a certains syscalls qui sont dans Linux de manière historique, etc. et sur lesquels on pourrait potentiellement se passer. L'exemple, par exemple, c'est mkdir. Mkdir, au final, c'est un syscall qui est là et qui sert pour créer des dossiers. Ça, vous le savez tous. OK. Maintenant, on a déjà un syscall pour créer des fichiers. On a déjà open, quand on lui passe au create, et ben au final, il peut nous créer un fichier. Bon, bah, si je passais au create au directory, ça pourrait faire un équivalent de mkdir. Voilà. Donc dans Stos, effectivement, on n'a pas de syscall mkdir. Donc ça, c'est l'implant dans la libc, dans la libc de Stos d'mkdir. Voilà. Donc ici, on fait ça. On le close, enfin, ça a créé notre fichier, on le reclose, et puis c'est cool. Voilà. Un autre truc. Alors là, je vais vous parler de science-fiction, parce que ça n'existe pas encore dans Stos, c'est ce qu'on veut faire. Donc, les signaux, on s'est dit que c'était nul. Enfin, ça fait chier les signaux, c'est compliqué. Et c'est pas nécessairement très simple à manipuler et à gérer, enfin, et à implémenter surtout en fait. Je sais pas si vous voyez un peu vaguement à quoi ressemble l'implémentation des syscalls en général. Récemment, on a commencé à réussir à se débarrasser de code exécuté sur la stack pour faire les syscalls. Donc ça montre la quantité de caca qu'il peut y avoir derrière. Donc en fait, le syscall ici, non. Donc l'idée en fait, c'est de se baser sur un truc à peu près moderne, qui est notre ami SignalFD. SignalFD, en deux mots, c'est un syscall qui désactive tous les signaux dans Linux, dans un process, et nous file un file descriptor sur lequel on va pouvoir arriver et lire les signaux au fur et à mesure qu'ils arrivent. Voilà. Donc l'idée, hein, c'est de généraliser ça dans tout le kernel. Enfin, dans tout le userland en fait. Voilà. Donc dans l'idée, c'est plutôt que d'avoir 3 file descriptors par défaut, donc stdin, stdout, stdr, l'idée c'est d'avoir un std signal ou std message qui nous permettent d'avoir les messages envoyés par d'autres processus. Sur le papier, ça marche. C'est toujours pas implémenté pour globalement 2 raisons. Pour pouvoir faire ça, il nous faut Paul. Paul, bah, on l'a toujours pas. Ça va venir, mais on l'a toujours pas. Et surtout, il va nous falloir des threads pour pouvoir au moins, dans un cas de compatibilité, fournir une API qui fait semblant de ressembler à Signal et SIGAction. Voilà. Un autre exemple de choses qui diffèrent justement par rapport à Linux. Dans Stos, on n'a pas de syscall mknode. Mknode, pour rappel, hein, c'est un syscall qui permet de créer un fichier de device. Globalement, c'est un truc qui contient 2 entiers, et des droits aussi, parce que c'est un fichier, mais 2 entrées, 2 entiers, un minor number et un major number. Un major et un minor, c'est peut-être plus malin. C'est le point d'entrée qui nous permet ensuite de pouvoir aller trouver à quoi correspond notre device dans tous les devices qu'on a d'installés. Je parle des choses qui sont dans /dev pour ceux qui n'arrivent pas à suivre. Voilà. Ici, on est parti sur une autre approche, à savoir qu'on a un devfs, donc le file system qui est globalement monté sur /dev. On a un devfs qui est entièrement rempli par le kernel et qui est rempli de manière arbitraire. C'est-à-dire que c'est le kernel qui choisit où est-ce qu'il met ses trucs dans son truc, dans /dev. C'est un peu comme ce qu'on va avoir sur un devtmpfs, mais sans la compatibilité avec les autres OS, parce que nous, on s'en fout, on n'a que 5 ans. Voilà. Donc dans l'idée, hein, c'est à chaque fois qu'on a un device qui est instancié et qui a besoin d'une entrée dans le devfs, on va l'instancier avec un nom qui est fixé à l'avance, correctement, plus ou moins, mais voilà, qui est fixé à l'avance. Donc par exemple, on a un dossier /dev/com qui contient toutes les lignes séries de notre système, et toutes les lignes séries de notre système, donc /dev/com/1, /dev/com/2, etc., vont correspondre aux différentes
aux différents devices, enfin aux différentes lignes serrées de notre système. Donc par défaut, hein, sur PC, on va en avoir 4, dont 2-3 vont pas être alloués la plupart du temps, mais qui vont correspondre donc à comme 1, comme 2, comme 3, comme 4. Voilà. C'est ça l'idée. Voilà. Ok. Ouais, il y a ça aussi. Ça c'est assez nouveau. Ça vient de cette année. On l'a donc à la base, il a été effectivement fait pour faire du cours, pour pouvoir expliquer des choses à des humains, enfin à des étudiants. Cette année, donc pour la première fois, on a essayé de faire un cours. On a essayé de faire un cours de système sur lequel on parlait donc, on utilisait Stos dans la vraie vie pour son cas d'utilisation, à savoir donner des cours. Ça s'est presque bien passé. On va en reparler. J'ai pas de résultats concrets pour l'instant, mais globalement le retour est presque positif. Et enfin voilà. Ça s'est globalement bien passé. On arrive à échanger des choses, on arrive à les remplacer, on arrive à corriger les trucs. C'est cool. Voilà. Ok. Maintenant, on arrive donc sur qu'est-ce qu'on a fait cette année. Enfin, qu'est-ce qu'on a fait cette année? Qu'est-ce qu'on a fait depuis la dernière fois qu'on a parlé de Stos? La dernière fois qu'on a parlé de Stos, c'est pas compliqué, en fait, c'est l'année dernière, sûrement à peu près à la même date, où Paul nous a expliqué globalement ce qu'il allait faire au niveau de l'Initramfs et, le support de l'Initramfs et du support de la command line. L'Initramfs, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? C'est un petit file system, enfin, c'est de quoi remplir un file system par défaut avec quelques binaires, quelques devices, etc. de support minimal pour pouvoir booter le reste. Ici dans Stos, nous on est parti sur un plan complètement différent, à savoir qu'en fait on n'utilise que l'Initramfs parce qu'au final hein, on est sur un kernel jouet, sa durée de vie en moyenne quand c'est long c'est 3 minutes. Donc remplir un Initramfs et avec les binaires qu'on veut par défaut, faire 2-3 bêtises dans un ramfs et ensuite tout tracher parce que de toute manière ça va planter. Hein, donc voilà. C'est pas plus mal. Voilà. Donc l'Initramfs, c'est fait, c'est cool. Le support de la command line, ça a été fait aussi, c'est cool. Voilà. Donc revoir le truc de l'année dernière et toutes les choses dont on avait parlé qu'on allait essayer d'implémenter, c'est bon. Ensuite, donc, on a les modules kernel, enfin les modules de test qui ont été faits, donc modules par Louis, les tests par moi, un peu, pas tout, on en reparlera. Voilà. On a commencé à essayer de porter Stos sur d'autres archis. Donc les autres archis, c'est ARM et BeagleBone plus particulièrement. Donc Jérémy va vous en reparler. On a commencé avec 2 de nos petits camarades qui sont dans la salle au fond et qui se cachent. À faire donc le portage de Stos sur une board qui s'appelle la Galileo. C'est une board x86, on triche très fort, mais il y a des choses à faire. On a commencé à entamer le support de la CPI. C'est une longue histoire la CPI, on en reparlera. Et demain, il y aura Nam qui vous parlera des débuts d'implémentation de Virtaio, enfin du support des devices Virtaio dans Stos. Voilà. Donc, ça c'est fait. Les tests. Au niveau des tests, on avait un truc assez rigolo. On avait une problématique qui est... Enfin, c'est pas évident de tester un kernel, en général. Quand on veut tester un kernel, on a plein de problèmes. Le premier, c'est simple, c'est que quand mon kernel est planté, bah... Ok, il ne reste plus qu'une seule solution, c'est de tout redémarrer. Donc ça, c'est absolument pas adresse dans ce qui a marqué dans le slide, mais c'est pas grave. Ça, on a une autre solution pour gérer ça. Je vous ai pas sorti les 15 millions de script shell de merde que j'ai qui traînent dans un coin, parce que ça vaut vraiment pas le coup, c'est pas intéressant. Le but du jeu, surtout, c'était de pouvoir fournir aux étudiants un moyen facile de rajouter un truc pour pouvoir tester ce que faisait leur noyau. Dans l'idée, on leur fournit une base de code sur lequel, tant qu'ils n'auront pas fini tous les paliers qu'on leur a donnés, ils ne pourront pas tester le kernel en lui-même. Ils n'auront pas de userland qui marche, par exemple. Donc, c'est assez problématique. Ça veut dire que tant que tu n'as pas fini, tu ne peux pas tester.
Donc il faut pouvoir trouver un moyen et leur donner un moyen en évitant d'arriver et de hacker bêtement et d'aller rajouter des bouts de code un peu partout, trouver un moyen de leur permettre de tester. Et donc l'idée, ça a été justement donc, de leur filer cette petite suite de tests qui au final c'est un truc complètement stupide. Hein. C'est je donne un nom de test, je donne une callback de test, de data potentiellement, et puis un truc à faire en cas d'erreur. Et voilà. C'est tout. Voilà. Y a des tests qui ont été faits. C'est des tests qui globalement ont été faits pour corriger l'intégralité de leur projet. Et c'est tout. Voilà. Donc on arrive à tester, c'est cool. Il y a plein de bugs qui ont été fixes au passage avec ça, c'est marrant. Parce que avant le test de kernel, c'est bon, bah, je le lance et ça marche. Maintenant qu'on a des tests un peu plus systématiques, on arrive à tomber sur des trucs un peu bizarres. Voilà. Bon, c'est maintenant le moment où je te laisse la main. Parle-nous d'ARM. Ok. Alors, Stos sur ARM. Bon, je vais prendre la slide à l'envers. Pourquoi porter Stos sur ARM? En fait, j'avais envie d'en apprendre un peu plus sur de la programmation kernel et savoir comment l'architecture ARM a fonctionné. Du coup, vu que j'avais Stos sous la main, que j'avais déjà touché un petit peu à Stos l'année dernière, je me suis dit bah, le plus simple, c'est quand même de porter Stos sur ARM. Alors, Stos, en théorie, c'est multi-architecture. Il y a du PowerPC, Spark, ARM, x86, 32 et 64 bits. En fait, en vrai, il n'y a que x86. Du code ARM, il y en a un petit peu. Il y avait eu un début de portage sur Snowball il y a quelques années. Mais c'était il y a quelques années, il n'y a pas tout le code. Et Stos a pas mal bougé, en particulier le build system. Mais le fait que théoriquement ce soit multi-architecture, c'est plutôt cool. Ça veut dire que le source tree et le build system ont été prévus pour différentes machines en fait. Et ça c'est déjà cool. Alors, les quelques grandes lignes de faire un kernel sur ARM. Sur ARM, il y a plein de versions différentes d'ARM, plein de SOC différents qui n'ont pas toutes les mêmes fonctionnalités. Et en plus de ça, chaque board a sa propre memory map. C'est-à-dire qu'en fait, tous vos devices ils sont memory mappés. Donc pour les utiliser, vous tapez à une certaine adresse dans votre adresse space, qui change en fonction des boards. Donc en fait, quand on dit qu'on fait un kernel pour ARM, en général, on le fait pour un SOC et une board en particulier, pas de façon générale. Alors ce que Linux utilise, ce qu'on appelle un device tree, en gros, c'est une description de votre SOC et de votre hardware qui vous évite d'avoir à réécrire un kernel différent pour chaque version de SOC ou pour chaque board. Nous, on n'en est pas du tout là. On va déjà essayer de porter sur une board. Et après, pour avoir un système un peu plus générique ou qui nous fait gagner du temps, on verra ça plus tard, mais c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir Stos sur une board, donc la BeagleBone Black. Donc le processeur, c'est un AM335 de Texas Instruments, donc c'est un Cortex A8. L'avantage de cette board et pourquoi avoir choisi cette board, c'est que déjà elle est assez courante. C'est un truc d'entrée de gamme, ça coûte pas très cher et surtout on en a au lab, donc autant commencer par ce qu'on a. Elle présente un avantage dont je me suis rendu compte après coup, c'est que juste ici on a directement des pins de serial, donc on n'a pas, le serial c'est le truc de base qu'on veut avoir pour avoir de l'output, pour débugger un petit peu, donc on n'a pas à se prendre la tête à passer par des GPIO ou choses comme ça, on se branche directement sur ces pins là et on a tout de suite notre serial. Ce qui est plutôt cool au début pour débugger parce que sur Stos on n'a pas de stub GDB ni rien, du coup je débug au serial quoi. Donc autant l'avoir facilement. Du coup, le build system, il est un petit peu complexe de Stos. Il faut se mettre dedans, il y a pas mal de makefile, il faut comprendre comment il fonctionne. Depuis quelques temps, il est utilisé surtout sur x86, du coup il a fallu faire quelques mises à jour. Utiliser des flags spécifiques pour OBJCopy, pour que OBJCopy nous mette tout ce dont on a besoin dans nos binaires. Avoir nos flags pour GCC pouvoir passer des flags à GCC pour notre SOC.
À part ça, c'est tout bête, hein. On a une toolchain pour compiler sur ARM. Alors ce qu'on fait, c'est que, comme c'est le début, on met tous les modules en kernel mode. C'est-à-dire qu'en fait, sur Stos, on a deux modes pour les modules. Soit le mode module, et du coup, c'est chargé au runtime par le cœur, soit en kernel mode, donc comme là, où c'est linké statiquement à la compile, en fait. Et ensuite, petite spécificité, c'est que là, le bootloader, donc on va en reparler un peu après, c'est le stage 3, en gros c'est une interface entre le bootloader de la machine et Stos en lui-même. Donc on met le bootloader et le kernel dans un seul fichier. C'est plus simple au début et ça simplifie l'envoi du kernel sur la board et le démarrage. Du coup, le stage 3. Alors comme j'ai dit, c'est une interface entre le bootloader, donc sur Beagle c'est U-boot qu'on utilise, et équivalent c'est Stos. Pourquoi mettre une abstraction à ce niveau-là en fait? C'est comme ça nous permet, quel que soit le bootloader, donc que ce soit U-boot, Grub ou whatever, ou même UFI, de lancer le kernel en ayant le même point de départ en fait. Donc le stage 3 c'est un truc autonome. Et qu'est-ce qu'on va passer au kernel en lui-même? L'état de la mémoire, savoir qu'est-ce qui est libre, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qu'il peut utiliser. La command line aussi. Ensuite, on va charger Stos en lui-même, qui est juste un elf en fait, et on va mettre en place un peu de pagination. Donc sur la Beagle, en fait, la RAM commence à 0x8 millions. Donc là, en fait, ça c'est des pages qu'on va mapper. À la fois, on va les memory mapper. Comme ça, dans le bootloader, on peut taper dedans et le bootloader, on utilise ces adresses-là. Et on va les mapper avec des pages virtuelles qui sont à C0 millions, qui sont les pages utilisées par défaut par le kernel. On va aussi mapper une page un peu plus bas qui correspond tout bêtement au serial. Comme ça, on peut facilement utiliser le serial à la fois depuis le bootloader et à la fois depuis le kernel. Donc ensuite, on lance le core. Alors le core, la plupart du code, il est arch independent. C'est en gros, c'est le calog et le chargement des modules. Donc ça va aller. Il y a un petit peu de code qui dépend de l'arch. Par exemple, la console. Donc en fait, ce qu'on appelle console, c'est là où le calog va écrire. Donc dans notre cas, ça va être juste le serial de la Beagle et la backtrace. Donc en gros, la backtrace, c'est quand mon kernel il crash et qui panique, j'aimerais bien avoir une backtrace de tous les appels qui ont été faits. Donc ce code-là, il est différent sur ARM, il n'avait pas été fait, du coup, il vient d'arriver. Et il y a un linker script, en gros, qui définit comment, à quels endroits de la mémoire je vais mettre mon code, mes datas. Là encore, comme la mémoire, la RAM n'est pas située au même endroit sur PC ou sur ARM, du coup ça fait un linker script différent qui est arch dependent. Ok, alors les interruptions, il y a une grosse partie du code qui était déjà fait pour Snowball, mais il y a juste eu à le fixer un petit peu. C'est une API toute bête pour ajouter ou enlever des handlers. Donc en fait on a un tableau de handlers. Alors en fait on a le même code pour toutes les machines ARM en fait. Donc ça marche parce que la Snowball et la Beagle c'était assez proche et au niveau des interruptions je crois que ça fonctionnait à peu près pareil. Enfin il y avait le même nombre, l'interrupt vector faisait la même taille, mais il y a certains SOC, je crois que les Cortex M4 par exemple, on n'a pas le même nombre d'interruptions qui ne sont pas dans le même ordre en fait. Bon, pour l'instant on va se concentrer sur la Beagle et on va garder ça pour avancer un peu. Alors la pagination, elle est en cours, donc on va réutiliser certaines parties du code qui existe déjà. Et il y a déjà des petits bouts de code sur ARM qui existent, donc il en manque quelques-uns qui sont à écrire, et ceux qui existent, il va falloir les tester pour voir s'ils fonctionnent tout bêtement. Voilà. Alors après, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Jumper en userland. Une fois qu'on aura la pagination, c'est la prochaine étape. À mon avis, il y aura sûrement un petit peu de debug à faire là-dessus.
Et après, écrire des drivers comme GPIO, I2C, choses comme ça, pour pouvoir exploiter un petit peu les fonctionnalités de la board. Et après, on verra si on fait le portage sur d'autres boards ou pas, ou si on s'arrête à la Beagle. Voilà. Du coup, pour le reste, je vais te repasser la parole. À moins que nos petits camarades de PFE aient envie de le faire au pied levé, mais je suis pas sûr. Je vous regarde. Non, hein. Ok. Donc, porter sur d'autres boards, refaire des drivers, d'I2C, GPIO, tout ça. C'est un truc qui est un peu prévu, mais sur une autre archi et sur une autre board. L'idée, c'est assez simple. C'est au LSE, ce qu'on a fait, c'est qu'on a proposé aux Gistre et SCIA, mais au final les SCIA s'en foutent parce qu'on leur parle de trucs bas niveau et hardware et compagnie. Donc aux étudiants Gistre, on leur a proposé plusieurs PFE. Donc des projets de fin d'études sur lesquels ils peuvent venir travailler plutôt que de trouver une idée tout seul ou d'aller voir une entreprise, venir travailler avec nous. Alors ça a ses avantages et ses inconvénients. C'est une autre histoire. Mais bon, dans l'idée, le résumé, c'est on a donc 2 étudiants qui sont au fond et qui se cachent encore, qui travaillent actuellement sur une petite board de chez Intel qui s'appelle la Galileo. Galileo, c'est quoi? La Galileo, c'est une espèce de tentative par Intel de faire une machine qui va être compatible Arduino. Arduino, c'est cool, ça marche, tout le monde il en veut. Donc, Intel, ils se sont dit, hé les gars, on va faire un truc Arduino. Bon, alors en pratique, leur truc Arduino, c'est quand même une machine avec 256 MB de RAM, un proc à 400 MHz et un vrai Linux qui tourne dedans. C'est pas un microcontrôleur, enfin c'est pas un ATmega quoi. On n'est pas sur la même machine, on n'est pas dans la même catégorie. Mais bon, il paraît que c'est compatible Arduino. Regardez, il y a les headers, c'est bon, c'est Arduino. Voilà. Donc nous les headers en l'occurrence, hein, on s'en fout complètement. Ce qui nous intéresse, c'est hey, il y a Linux qui tourne dessus. Hey, on pourrait faire tourner notre système sur un truc embarqué, pareil, enfin du même genre, etc. Donc c'est une archi qui ressemble au PC, mais pas exactement, mais quand même, mais pas vraiment. Donc voilà. Donc on a nos 2 amis, donc Zachary et Mathieu. Ah bah oui, hein, vous n'avez pas le choix. Qui travaillent là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire de porter Stos sur Galileo? Ce que ça veut dire déjà, c'est d'essayer de comprendre à quoi ressemble donc effectivement le SoC d'Intel, le Quark, machin, etc. Globalement, hein, pour faire simple, hein, c'est un P3 avec moins de features et des devices complètement différents. Mais pas vraiment. Ça, c'est un PC. Hein. On va faire simple. De loin, d'un point de vue d'un kernel, c'est presque un PC avec des choses un peu différentes et des devices qu'on va pas voir sur un PC. Genre là, on va avoir de l'Ethernet, ok. Mais par contre, ça c'est à peu près la seule chose qu'on voit comme un PC. Mais à côté, on va avoir des GPIO, on va avoir un contrôleur de GPIO qui est complexe, contrairement à ce qu'on va avoir sur PC où globalement tout ça c'est abstrait par le chipset de notre carte mère. On va avoir de l'I2C, du machin, etc. Ça ressemble à une board ARM, mais avec un proc x86. Voilà. L'idée de ce PFE, hein, c'est quoi? C'est donc de réussir à faire marcher ce truc-là, de réussir à porter quelques devices, etc. De faire notre taf à notre place. Et de pouvoir consolider effectivement un petit peu Stos pour voir que le portage sur une autre archi, ça marchote. Parce qu'en théorie, ça marche, mais en pratique, on ne l'a pas vraiment vu encore. Et aussi, le truc qui pique, qui tâche et qui change quelque chose, c'est le support de l'EFI. L'EFI, en 2 mots, c'est quoi, hein? C'est le BIOS moderne, pour faire simple. Avant, on avait un truc lourd, moche et complexe, enfin trop simple, et qui donc devenait complexe du côté de l'utilisateur, qui s'appelait le BIOS. C'est une API, on va pas en parler en fait, parce qu'on s'en fout. C'est une API qui est compliquée. Je vous renvoie à tous les talks qu'on a fait pendant je sais pas combien de temps sur le FI, on en a trop parlé. Et là, l'idée, donc justement, c'est d'utiliser cette nouvelle API. Ça nous permet donc nous de rajouter un nouveau support et, comme on n'a pas le choix sur Galileo, d'avoir effectivement le support Galileo. Là où ça en est actuellement, globalement, c'est que le support EFI marchera,
marche presque. Et ça va venir, c'est cool, il leur reste plein de temps. Donc ça va le faire. Et c'est marrant. Hop, j'en zappe un. Ok. Ah ouais, d'accord. Cette presse a été préparée à l'arrache. Et donc il manque un slide d'introduction à ça. Ok. Moi de mon côté, je me suis penché sur des problèmes d'ACPI. Pourquoi la CPI et pourquoi la CPI? L'idée, elle est assez simple. C'est un truc, ça fait quelques années qu'on en entend parler. Le premier qui s'est penché sur la CPI, ça devait être notre ami Colonna. C'est il y a 3 ans, 2 ans, je sais plus. Longtemps. Il a commencé, il a ragé, il est parti. Voilà. C'est logique, c'est normal. C'est ce qui va arriver à moi aussi. Enfin, ça m'est déjà arrivé aussi, en fait. De quoi? Il a même quitté la France, voilà. Ok, la problématique, elle est débile. Moi, je suis arrivé, je sais que la CPI, il ne faut pas y toucher. Je vous en parle dans 2 secondes. Je sais qu'il ne faut pas y toucher, je sais que c'est un gros paquet de merde. Ok. Mais je suis arrivé sur une problématique bête, c'est j'ai besoin de tester les kernels des étudiants. Et pour pouvoir passer d'un test à un autre, j'ai envie de rebooter complètement parce que je sais que les étudiants vont me laisser le noyau à chaque test dans un état pitoyable. Voilà. Ce serait dommage que si je fais 15 tests et que le premier a merdé complètement et a laissé la machine dans un état complètement aberrant, ce serait dommage de leur mettre 0 à l'intégralité de la suite. Donc dans l'idée, même pas mal, je vais rebooter. Ok. Comment on reboot sur PC? En 2 mots, ça fait 3 en fait, c'est la merde. Voilà. Donc il y a plusieurs méthodes. La première, elle est très simple. Elle consiste à triple fault. Triple fault, c'est facile. Hein. Quand on arrive et qu'on a fait un truc illégal, globalement, sur PC, on a une première exception qui arrive. Si, suite à cette exception et qu'il ne s'est rien passé, on refault, à ce moment-là, on va tomber dans un handler qui s'appelle double fault. Jusque-là, c'est pas passionnant. Et si ce double fault effectivement refault, à ce moment-là, on va tomber dans un truc qui s'appelle donc triple fault. Et là, la machine, elle va bêtement reboot. Voilà, c'est cool, ça permet de redémarrer. Donc la méthode simple pour redémarrer, c'est pas compliqué. Hein. Je prends mon gestionnaire d'interruption, je prends toutes les interrupts, je les mets à 0 et j'en lance une. Ça marche, c'est efficace, c'est un peu moche. Et alors, il paraît que sur certains laptops, ça marche pas. Je n'ai toujours pas vu, mais il y a des gens qui disent qu'il paraît que. Ok. Deuxième méthode. Comme toutes les choses sur PC, très simple, utiliser son clavier. Le clavier sur PC, vous ne le savez sûrement pas encore, c'est un truc magique. Clavier, ça gère les inputs. Clavier. Ça gère aussi le son, comment doubler la RAM, et accessoirement, comment reset le CPU. Bon, ok. Ce sera une histoire pour une autre fois. Ça mérite un talk complet, ce truc-là. Donc l'idée, c'est il y a un truc. Donc si on envoie le bit qui va bien au clavier, enfin au contrôleur clavier, il est content et il reboot la machine. Ok, très bien. Il y a une autre méthode qui est... Non, c'est exactement ce qui est marqué. Ouais. Dans certains BIOS, il y a un IO port complètement étrange qui traîne dans un coin et si on tape dedans correctement, et ben à ce moment-là, ça reboot. Ok, merci. D'accord. Ça marche sur QEMU, c'est un miracle. Mais voilà, très bien. L'autre méthode, c'est l'APM. L'APM, c'est une série d'API qui ont été faites par donc... globalement, ça doit être Phoenix qui a pondu une merde pareille. C'est une série d'API pour pouvoir gérer l'économie d'énergie sur notre PC au moment du BIOS. Très bien. Alors quand on arrive et qu'on commence à regarder l'APM, on voit un truc sur lequel on arrive et il faut aller dire à un device, lui donner des emplacements de code dans lequel il va pouvoir aller écrire et exécuter du code à lui pour un truc. Moi, j'ai pas confiance. C'est bizarre, j'ai pas confiance. Ok, et puis c'est louche et ça marche pas partout. Très bien. Autre option, la CPI. C'est pire en fait au niveau exécution de code, mais ça c'est autre chose. Donc j'ai commencé bêtement moi par tester le clavier, ça avait l'air d'être sane. Enfin,
Bref, ça avait l'air pas trop compliqué. J'ai testé le clavier. Je suis arrivé sur plein de bugs rigolos. Parce qu'en fait, je suis arrivé, bon, bah, je redémarre. Ok, bah, ça reboot, ça marche. C'est cool. Quand on reboot je lance un noyau, il fonctionne. Je redémarre. Logiquement, il fonctionne pareil. Ouais. Qui est pas d'accord avec ce statement? Voilà. Alors non, ça ne fonctionnait pas. Pour une raison très simple. Nous, on teste dans un truc qui s'appelle QEMU. QEMU, quand on arrive et qu'on lui demande de la mémoire, il arrive, il m'alloque un paquet de mémoire. Bon, il aime map, un paquet de mémoire. C'est pareil, il alloue un paquet de mémoire. Sous Linux, la mémoire, elle est initialisée à 0. C'est bien. Maintenant, quand on reboot, la seule chose qu'il fait, c'est reset le state du CPU et laisser la mémoire dans l'état dans lequel elle est. Donc, on est dans l'état dans lequel elle était avant. Tous les endroits dans Stos où on avait malencontreusement oublié d'initialiser une variable globale se sont mis à exploser. Donc il y a quelques bugs qui ont été fixés suite à ça, c'était rigolo. Notamment un truc très rigolo, c'est on a dans nos gestions des listes chaînées, on a un assert qui traîne pour dire « Hey, le truc il est déjà dans la liste ». Ce truc-là n'a jamais servi à rien. Là, jusqu'au jour où, voilà, jusqu'au jour où on a reboot. Et là, quand on reboot et qu'on se retrouve avec le même état mémoire, exactement le même, bah effectivement, au moment où on veut rajouter un élément dans la liste, bah il est déjà dedans, hein, vu que c'est la même mémoire. Et donc là, ça a tout pété. Donc là, on a fixé 2-3 trucs. Voilà. Bref, suite à ça, je me suis dit, bon, quand même, on va aller regarder. Ça va pas nous coûter si cher que ça, si. On va aller regarder notre ami la CPI. À quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est? Etc. ACPI, c'est pour Advanced Configurable Programming Interface. C'est ça? Un truc comme ça, presque. Bon, ça a du sens. C'est un mot qui veut rien dire, pour dire, en fait, 2 trucs, globalement. C'est la chose dans notre système qui est censée être portable. Oui, portable, malheureusement. Et qui nous permet de gérer les économies d'énergie et le discover de device. L'idée, c'est qu'on a tout un paquet de devices sur PC qui ne sont pas sur des bus itérables. Quand on arrive et qu'on a un truc sur un bus PCI, c'est cool. Le bus PCI, on peut arriver et dire « Hey, t'as quoi? Qu'est-ce que t'as comme device? Donne-moi les devices qui sont dedans. » Ok. Quand on arrive et qu'on a une LED moisie qui traîne en plein milieu d'un clavier, bah elle n'est pas sur le bus PCI parce que c'est du foutage de gueule de foutre un truc pareil. Donc là, à ce moment-là, elle est sur un bus I2C ou sur une GPIO ou sur un truc comme ça qui traîne dans un coin et on n'a pas moyen de discover où est-ce qu'elle est. Donc il va falloir avoir un moyen d'accéder à ces devices-là. Comment est-ce qu'on fait? Bah justement, les mecs, ils se sont dit, hey les gars, on va faire un super standard, on va regrouper toutes les merdes qu'il y avait dans le BIOS pour discover tous ces trucs. Toutes les conneries genre APM et compagnie pour pouvoir faire de l'économie d'énergie, etc. On va tout mettre dans un gros standard. Ce gros standard, c'est la CPI. La seule chose qu'il faut savoir globalement sur la CPI, c'est que c'est un gros bordel. En vrai. Venez me voir après, hein, si vous voulez, on peut en parler pendant des heures. Donc l'idée là, ça a été quoi? Ça a été donc non pas de les tentatives qui ont été faites précédemment et qui ont fait rage quit beaucoup de gens, réimplémenter la CPI complètement dans Stos, mais là de faire confiance à Intel, qui, Intel a une suite, c'est ça que j'ai oublié pendant la présentation, a une suite de, une implémentation complète de la CPI en fait qui traîne et qui est utilisable. On arrive, on la prend, on la claque dedans, on implémente les quelques méthodes qu'il faut autour et après on a une implémentation de la CPI qui marche. C'est cool, on prend. Donc voilà, donc là globalement c'est ça que j'ai fait. Et voilà. Donc bah, à quoi ça sert hein? Ça sert donc à discover les devices. Donc ça c'est en cours en vrai. Là, une réécriture donc justement de toute notre approche sur comment est-ce qu'on voit les devices, comment est-ce qu'on les discover, comment est-ce qu'on les trouve. Je viens de dire 3 fois la même chose. Trouver les devices et les utiliser. Et aussi, accessoirement, reboot. Parce que quand même, c'était ça le but du jeu à la base. Prendre un mois pour rebooter, c'est quand même du putain de foutage de gueule. Mais bon, tant pis, c'est fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, c'est ça qu'on a d'autre.
Et autre message, il est quelle heure? Racontez-moi tout. Tranquille. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque dans notre amisto? C'est sur quelle partie on est en train de se dire qu'on va peut-être aller se pencher? On n'a toujours pas d'API de thread kernel qui marche correctement. Globalement, actuellement, les threads kernel, on peut les lancer. Et c'est tout. Ouais. On n'a pas testé, on en parlait cet après-midi. Qu'est-ce qui se passe quand ma fonction qui est dans mon thread return? On ne sait pas. On va regarder plus tard. Voilà. Au niveau de la gestion des dépendances qu'on a entre les modules, on a beaucoup de problèmes. Globalement, on a un système qui est ultra modulaire, on a chacun des modules qui exprime ses dépendances, etc. Et on a une API qui est, on va dire, simpliste et qui ne règle pas tous les problèmes. Et c'est des problèmes qui ne sont pas réglables en vrai, mais il va falloir trouver une solution quand même pour pouvoir régler ça. On a quelques idées là-dessus et on va essayer de mettre ça en place. Ok. Nos API de timing puent. Pour faire simple, il n'y en a pas. Actuellement, on a un timer qui traîne. La seule chose qu'on peut dire, c'est vas-y, exécute une fonction de temps en temps. Et c'est tout. Donc là, il y a un peu de taf à faire, que ce soit donc du côté pour les API au niveau du kernel, pour pouvoir arriver à avoir des choses qui sont signalées, qui sont faites de temps en temps, etc. Et même du côté userland, histoire d'avoir un truc qui ressemble vaguement à getTimeOfDay, par exemple. Ça pourrait être cool. Voilà. Donc l'API de device à rework, donc en vue de les devices, enfin un équivalent plus ou moins des device trees du côté d'ARM, les problèmes qu'on va avoir du côté de Galileo avec tous leurs devices, les histoires d'ACPI qui traînent, ACPI il y en a aussi sur Galileo, et d'un autre côté, quand j'ai pas d'ACPI, etc., comment est-ce qu'on regarde les devices. Donc ça, il y a pas mal de travail dessus. On a un support SMP qui est censé marcher sur Stos. Cette année, on l'a testé. Donc il va falloir travailler sur le support SMP, parce que c'est pas gagné. Voilà. Et au niveau du userland, ce qui nous manque principalement pour pouvoir évoluer, c'est Paul, parce que c'est pratique, c'est rigolo, et mmap. Mmap sur des fichiers en fait, parce que là on a mmap sur de la mémoire anonyme, mais on aimerait bien l'avoir sur des fichiers, ça nous permettrait de commencer à aller faire des trucs rigolos, genre des points SO, tout ça, ça va être marrant. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Parce que normalement j'ai fini, voilà. La Galileo, c'est bien la version originale ou c'est la Galileo 2? C'est la version originale. Merci. Ok, bonne question. Quelle est la version originale? Je ne sais pas ce que je peux te dire de plus, non. Je sais même pas à quoi elle ressemble la 2. Qu'est-ce qui change dans la 2? Donc au niveau des devices, déjà sur la version 2, il me semble qu'elle a un serial correct, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de passer par une prise jack. Ouais. Bon, ça c'est un détail. Non, c'est pas qu'un détail. Oui, ça, bon, c'est cool. vrai que après, j'ai très peu joué avec la version 2, donc je connais pas, mais si ça se trouve, c'est peut-être mieux. Voilà. Si ça se trouve, c'est peut-être mieux. Ok, on regardera. Il y a un message subliminal caché quelque part, les enfants. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? T'as l'air d'avoir envie, là, Manu. C'est bon? On va boire des bières? Quoi? Oui, si tu veux aussi. Si tu veux. Je m'en fous, moi. Moi, j'ai jamais compris comment le kernel Linux gérait les opérations flottantes. À tes souhaits. Donc, non, mais j'ai jamais compris. J'ai cherché, j'ai regardé, il y a des trucs. A priori, il s'en passe. Donc, Stos, et est-ce qu'on peut faire des opérations flottantes dans Stos? Alors. Ou est-ce qu'il n'y a que des integers? Alors, comment est-ce qu'on gère les opérations flottantes dans Stos? C'est très simple. On ne les fait pas. Ça règle tous les problèmes. Ouais, je m'en doutais un peu. Ouais. On s'en fout. En vrai, sur beaucoup de programmes, on s'en fout. Alors, en pratique, parce que je vais quand même répondre à ta question, sur un Linux, comment est-ce qu'on fait pour gérer les opérations flottantes? C'est très simple. Enfin non, c'est pas simple. Mais
Déjà, il y a un truc à remarquer. J'ai parlé de 380, enfin pas de 386, j'ai parlé de PC 32 bits, etc. Sur un PC, globalement, en fait, les opérations flottantes, elles ne sont pas gérées par le processeur en lui-même, elles sont gérées par un coprocesseur à côté. C'est un truc qui s'appelle x87 ou un truc comme ça. Et donc, ce coprocesseur à côté, on a des instructions qui nous permettent de discuter avec lui. On va avoir besoin de maintenir un état et une pile, etc. avec des choses dedans. Globalement, pour faire simple, on a des instructions du genre « pousse-moi un truc sur le coprocesseur x86, pousse-moi un autre truc, maintenant additionne avec les 2 derniers trucs de la pile et file-moi le résultat », ce genre de choses. Ok ? Là, c'est relativement simple, on a un coproc à côté. Donc, comment est-ce que ça se passe? C'est simple. En kernel, on a considéré que si tu utilisais des flottants, c'est que tu avais raté. Donc on ne fait pas. Dans le kernel, on ne fait pas du tout. Et pour les programmes userland, qui eux vont avoir besoin potentiellement de flottants, ce qu'on fait, c'est qu'on maintient effectivement ce contexte, cette espèce de contexte, à savoir la pile, globalement la pile qu'on va avoir sur l'x87, on la maintient de process en process. Et donc quand on arrive et qu'on a un process qui a besoin d'x87, on le voit, on lui restaure son contexte correctement et ça va bien se passer. Voilà, c'est globalement comme ça que ça marche. Est-ce que ça répond vaguement à ta question? Ouais. Parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions? Manny, là-bas. Attends le micro. Ouais, dans quelle mesure, qu'est-ce que ça fait le discovery des devices en ACPI? Qu'est-ce qu'il fait ce truc-là? Qu'est-ce qui fait ce truc-là? L'idée, c'est qu'il nous faut un point d'entrée en fait pour savoir, je vais prendre un exemple débile, où est mon RTC? Voilà. Donc ton RTC, quand tu es en ISA, tu le sais, c'est pas compliqué, il est à tel IO port, et s'il n'est pas à cet IO port là, on est mort. Voilà. Là, l'idée, c'est qu'on arrive et qu'on a un arbre de device qu'on peut parcourir. On a un arbre de choses en fait qu'on peut parcourir et on va pouvoir avoir différentes choses dessus. Donc on va pouvoir bêtement avoir hey, il y a tel device, 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 et des devices qui ne sont pas nécessairement sur un bus. Voilà. C'est rien de plus que ça en fait. Et genre, il discover les BDF ou pas? Enfin, les devices PCI ou pas du tout? Oui, non, il discover le fait qu'il y a un bus PCI. Et après, une fois que tu as le bus PCI, tu peux passer sur le reste. Voilà. Attends, j'ai l'impression de te dire une connerie. Il y a les deux en fait, hein, en vrai. Il y a les deux. Il y a et les devices PCI et le. Non, il y a et les devices PCI et les. Il y a un bus. Après, t'en fais ce que tu veux, quoi. Donc tu peux gérer indépendamment selon ce que tu veux faire, ou je discover un bus PCI, et ensuite je raccroche mon code de PCI, ou je prends chacun des devices séparément. De mémoire. Hein. Et voilà, c'est ça l'idée. Hein. Mais c'est pas tellement pour le device. Le PCI, on sait où c'est bon, c'est tranquille. C'est plus pour tous ces autres petits devices qui traînent autour. Et l'idée de retravailler justement sur les API, c'est d'arriver et de se dire, bon bah j'ai de la CPI, et je vais aller tout discover avec la CPI, et pouvoir accrocher correctement dans un device tree complet. Enfin tu vois, l'idée c'est d'avoir un tree correct qui est décent, et qui n'a pas l'impression d'être un agrégat de, là j'ai le PCI, j'ai fait des trucs, là-bas j'ai les céréales, je les ai devinés, etc. Voilà, c'est plus ça qu'autre chose. Voilà. Ça marche? Question? Souci? On va boire des bières? Ok. Bon, merci à vous donc d'avoir été là. Non, faites pas de semblant de vous lever là, j'en ai pour 30 secondes. On se retrouve demain. Merci d'être là et merci d'être là demain aussi si vous êtes là. Et voilà. Bisous.